Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans le podcast de la méthode où je reçois un nouvel invité ce soir, une nouvelle invitée pour nous parler de chimie. Et puis je vais pas épiloguer plus que ça. On va recevoir tout de suite Abrananarda. J'arrive jamais. Comment tu t'appelles? Adra Borana. Adra Borana. Bonsoir Adra Borana. Bonsoir. Alors, je suis actuellement sur Twitch, mais vous m'écoutez potentiellement en podcast ou sur YouTube. Et donc sur Twitch, j'ai la chance d'avoir avec moi une centaine de personnes dans le chat qui sont complètement en pamoison devant Adra. Je ne sais pas ce que tu leur as fait. À mon avis, tu dois avoir trouvé une recette de filtre d'amour parce qu'ils sont tous complètement fous dans le chat. C'est ce que je vois. Tu les as drogués. Je savais pas que je pouvais ramener autant de monde. Les Adrazouz sont là. Oh mince, maintenant il y a un nom d'équipe. Adrazouz, c'est pas mal. Bon, eh ben on va sauter les deux pieds dedans. Et donc on va parler de technique. Alors je sais, il y a des frustrations parce que je ne parle pas assez des études ou du parcours. Mais bon, l'axe de ce podcast, c'est vraiment la technique. Donc vous m'excuserez, mais moi je vais parler de technique avec Adra Borana. Alors, Adra Borana, tu n'es pas chimiste, tu es doctorante en chimie. Il y a une grosse différence? C'est que j'ai pas encore le titre de chimiste. Ouais. J'apprends encore, on va dire ça. On est considéré chimiste quand on a surtout généralement un poste fixe. Ouais. Puisque rien ne m'interdit, après ma thèse, de faire totalement autre chose, mais toujours dans la recherche, mais pas forcément orienté dans la chimie. D'accord. Donc, on ne peut pas être chimiste si on n'a pas de doctorat? Non. Ah, bon, tant pis. J'ai le projet de faire ça l'année prochaine, mais c'est raté. Donc, du coup, tu es doctorante en chimie. Ça dure combien de temps, ça? Eh ben, mon doctorat dure 3 ans en tout et pour tout. 3 ans. Et t'en es à la combienième? Là, j'entame ma 2e année. D'accord, bon, ça va. Je suis au milieu. Le stressomètre n'est pas encore au maximum. Mais non, ça va, je suis pas encore dans la rédaction. D'accord, parce que en fait, moi, Adra Borana, ça fait un moment que je te croise dans le chat et même dans la vraie vie, on s'est déjà croisés en vrai. C'est vrai. C'était très plaisant d'ailleurs. Et du coup, je sais que tu bosses beaucoup. T'as même cette réputation. Oui, bon. En effet. Bon, quand tu bosses pas, t'es sur mon chat, j'imagine, mais t'as l'air... Je bosse aussi sur ton chat. T'as l'air... Oui, c'est vrai que tu bosses en parlant sur le chat. Voilà. Ouais. Et donc, j'utilise beaucoup de Twitch pour avoir à peu près une vie sociale. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que tous les gens sont dans le chat, parce que c'est ta vie sociale qui est là avec nous. Une partie, oui, on peut le dire. Une bonne partie. Bon. Donc du coup, la chimie. Donc, est-ce que tu as un sujet de thèse? Oui. Et alors, quel est le sujet de ta thèse? Bien, mon sujet de thèse, c'est d'élaborer une nouvelle méthode pour détecter les polluants de l'eau douce. D'accord, les polluants de l'eau douce en général. Là, je suis surtout axée sur tout ce qui est métaux lourds. Métaux lourds, bon. Alors, moi, j'ai entendu méthode déjà, donc ça tombe bien. C'est vrai. Donc, tu dois développer une nouvelle méthode. Bon, bah alors, dis-moi, actuellement, quelles sont les méthodes qui existent? Alors, actuellement, en fait, il faut avoir quelqu'un qui va au point d'eau récupérer l'eau. Ouais. Cette eau doit être conditionnée. Ouais. Parce que si on garde l'eau comme ça dans les bouteilles, dans des flacons, il peut avoir des interactions, ce qui fait qu'on peut perdre justement, si tu veux, une certaine concentration des polluants, des métaux lourds, etc., qu'on aimerait détecter sur le trajet. Okay. Donc, du coup, cette eau va être conditionnée. Généralement, on change le pH. Ensuite, c'est transporté. Attends, je note. Vas-y, excuse-moi, je reviendrai sur le... Pas de souci. Donc, ensuite, c'est transporté jusqu'au labo. Ouais. Sauf que comme on l'a conditionné une première fois, il faut reconditionner pour pouvoir le détecter. Ouais. Donc, on refait un petit changement de pH.
Et ensuite, on utilise une grosse machine qui coûte excessivement cher. Qui s'appelle Euh, Attends, parce qu'il faut que je te donne le nom en un entier, je pense. Cybertruck. À quoi? Ce truc de Elon Musk, là. Le Elon Musk. Il s'appelle Jean-Michel, la grosse moula, la machine qui coûte cher. Le chat essaie de nous aider. Allez-y, donnez-moi plein de noms. Je vais ressortir. Une grosse machine qui coûte cher et qui permet de... Ah oui, mais tu ne nous as pas dit à quoi elle sert. Un spectro de masse. Alors, c'est à peu près le même principe que le spectro de masse. Mais Drogokan, on a fait une partie de nos études ensemble, donc il connaît deux, trois petits trucs. Donc on a des spoilers dans le chat. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est à peu près le même principe. Ça va détruire, si tu veux, l'échantillon d'eau. Ah, c'est con d'avoir fait tout ça pour le détruire. Ouais, mais du coup, ça va ressortir, si tu veux, un spectre détaillé de ce que contient cet échantillon. Spectre, d'accord. Bon, il faudra qu'on revienne là-dessus, hein, de toute façon. Donc, détruire l'eau. Détruire Mercury, l'eau. le mal dit TOF, c'est pareil, c'est un spectre de masse. ICP-MS. Un ICP-MS, qui veut dire... Ouais, c'est ça le truc. Attends, on va chercher. ICP-MS. ICP-MS. Donc, c'est un spectre de masse à plasma, voilà. Ah, c'est pour ça. Du coup, il y a des bulles rouges qui montent et qui descendent dedans, non? C'est ça? Quand il y a du plasma... Non, pas plasma, c'est ça, normalement. Donc, excuse-moi. Ouais, mais... c'est parce que c'est avec un gaz, généralement avec de l'argon, tu as une flamme, etc. Ouais. C'est pour ça que ça détruit. Et on D'accord. regarde à l'état d'ion et après, on regarde justement les interactions de ces ions et ça nous sort, si tu veux, un spectre qu'on va interpréter et qui va nous dire, voilà, tel pic à tel endroit, ça veut dire qu'on a ça, tel pic à cet autre endroit, ça veut dire qu'on a ça. Ouais. Et puis, si on regarde, si tu veux, la hauteur des pics, on peut dire, il y en a tant. D'accord. Bon. Alors, ICP-MS, ça, c'est l'étape d'après. Et donc là, on a à peu près... Est-ce qu'on a toutes les étapes? Ouais. Donc, ouais. Donc là, on les a. Bon. Sauf que, oui. on les a. Sauf qu'en fait, cette machine coûte excessivement cher. Ouais. Ensuite, donc il faut une personne spécialisée pour l'utiliser. L'échantillon en lui-même, ça coûte cher de l'analyser. Ouais. Et si tu veux, il n'y a pas tous les pays dans le monde qui peuvent le faire. D'accord. Donc toi... Parce que cette machine, ouais. elle est achetée en général par des gros labos. C'est des laboratoires de recherche ou des labos spécialisés justement dans le traitement de l'eau. Ouais. Mais généralement, c'est des labos de recherche qui vont en avoir et ça coûte cher. On est sur de l'ordre de peut-être 200 000 euros, plus de 200 000 euros la machine. Ouais. Donc, déjà, il n'y a pas tous les pays qui peuvent analyser l'eau. D'accord. Tu vas avoir aussi, il n'y a pas tous les pays qui peuvent avoir des techniciens formés. Ouais. Ensuite, tu peux avoir ce problème de l'eau n'est pas non plus analysée périodiquement. D'accord. Ce qui fait que le complexe d'analyser l'eau, c'est-à-dire moi je fais l'eau douce, mais l'eau douce, c'est-à-dire les eaux des rivières comme l'eau du robinet. Ouais. Ce qui fait que s'il y a une contamination, on va pas forcément le savoir tout de suite. Parce que on n'analyse pas... On voit pas l'évolution, quoi. Voilà. Okay. On n'analyse pas vraiment si régulièrement que ça, parce que justement, la méthode est assez coûteuse. On va le faire voilà, d'une certaine manière. Ils vont avoir un genre de cahier des charges. Ils vont dire, telle date, on va aller prendre à tel endroit de l'eau, et peut-être 3 mois après, on va les prendre à tel autre endroit de l'eau. C'est un genre, si tu veux, de quadrillage qu'ils ont sur sur des secteurs spécifiques. Okay. Ce qui fait que s'il y a une pollution à un endroit, mais qu'ils ont fait l'analyse en amont,
Ouais, On va peut-être pas forcément le savoir tout de suite. d'accord. Ok. Parce que justement, il y a cette limite de la méthode coûte assez cher. Bon, bah ça me semble assez clair. Le plus gros problème, c'est que ça coûte cher, donc ça n'est pas performant, vu que du coup, on peut pas le faire assez souvent et on peut pas le faire partout. Bah, en fait, la méthode en elle-même est très performante. La Oui, méthode, la elle est méthode est performante. C'est performante. juste que dans des pays qui sont en voie de développement, où on a vraiment besoin de savoir l'état des eaux douces, par exemple dans certains pays d'Afrique, d'Amérique latine, où on ne connaît pas, en soi, même si on veut cartographier l'état des eaux douces du monde, on ne peut pas le faire. On n'a pas assez de données. Merde, est-ce que je comptais faire ça, moi, du coup, je sais pas. Ah, Vraiment. mince. J'espère que tu Bah, vas... rejoins-moi. Rejoins-moi. J'espère que tu vas m'aider. Parce que toi du coup, toi, tu essayes de trouver un moyen pour refaire ça, mais avec voilà, des vieux ressorts de stylos, du bois de cagette. À la Tu essaies MacGyver. de refaire une machine moins chère, du coup. C'est ça? La machine, je l'ai. Oh! C'est Oui. La meuf est blindée! Spoiler. C'est trop facile, du coup. Donc Bah, toi, tu l'as parce que tu as accès, du coup, dans le laboratoire où tu travailles, c'est ça? c'est ça. Ok. Mais tu cherches un moyen de faire sans. C'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, j'ai une machine qui peut le faire, qui est Mhm. plus petite, Ouais. beaucoup moins chère et portative. Que tu as fabriqué? Non, je ne l'ai pas fabriquée. Elle existe depuis des années et des D'accord. années. Je crois qu'elle a été inventée peut-être dans les années 80, quelque chose comme ça. Qui s'appelle? Alors, j'utilise, moi, l'effet CERS. Les fesses, quoi? CERS. S-E-R-S. L'effet CERS, d'accord. Effet CERS, S-E-R-S. Tu sais ce que ça veut dire? Mon anglais va être horrible. Effet CERS. C'est pour, donc du coup... Ah, tu veux pas me le dire? Tu veux vraiment pas me le dire? Fluorescence et diffusion Raman exaltée de surface. Voilà, ça c'est en français. Ah, voilà, on a trouvé un moyen. Donc, je Donc, regarde des petites images pour essayer de comprendre, mais c'est le Raman exalté, c'est ça? c'est ça. En fait, ce que C'est joli. j'utilise, Comme nom? c'est très joli. Attendez, j'essaie de montrer aux gens qui peuvent voir. Vas-y, je t'écoute. Donc du coup, cette petite machine, c'est tout simplement en fait un laser. Ah, Tout simplement un je laser. suis un peu déçu du coup. Ouais, je sais. Si tu veux, j'ai la photo de mon petit laser, de mon setup. Si tu Ah veux que ouais, je mais t'envoie ça. alors, pour que je la montre, on va essayer. Je peux t'envoyer ça sur Discord. Oui. Voilà, c'est pas impressionnant comme image. C'est pas impressionnant du tout. On dirait vraiment une glacière, quoi. Avec deux machins qui sortent. Ouais. Ok. Sauf que du coup, les deux machins qui sortent, c'est mon laser d'un côté et de l'autre côté, en fait, c'est une simple fibre optique. D'accord, ok. Donc, donc, va du falloir que tu coup- m'expliques comment ça marche ce truc-là, hein, à un moment donné. hein. Donc, tu as mon gros truc là au milieu qui est bleu, c'est ma machine, Ouais. c'est mon laser. À gauche, tu as mon ordi qui récupère les données. Et à droite, on a bidouillé un genre de porte-échantillon Ouais. pour que mes échantillons soient bien dans le noir et que mon laser tape bien dans mon échantillon. Parce que ce que je fais, le CERS, justement, ça permet, donc, comme le nom l'indique, d'exalter. Et ce que je fais, donc la méthode que je tente d'appliquer, c'est de prendre ce laser Mhm. et d'exciter des nanoparticules que j'ai introduites. Ouais. Mais tu es souple en Qui- tout cas pour pouvoir Vraiment, introduire des surtout que nanoparticules dans où ça d'ailleurs? Dans l'eau? ouais, dans mon échantillon. Mais j'ai tellement de questions là, j'ai 2500 questions à poser depuis le début, je me retiens. Coupe-moi, il n'y a pas de souci, tu as le droit Non de mais me le problème couper. c'est que si je te coupe, on va jamais y arriver. Donc il va falloir que je revienne là-dessus. Bon alors,
Bah, je te dis vite fait en gros. Oui, Donc, vas-y. j'ai mes nanoparticules que je mets avec... En gros, la méthode finale, ce serait ça, que je mettrais avec mon eau. Ouais. Et donc, cette eau, il y a forcément des interactions chimiques avec mes nanoparticules. Oui. Ma méthode, c'est de trouver des petits produits spécifiques pour faire, si tu veux, un alliage entre mes nanoparticules et ce que je veux détecter dans l'eau, parce que l'eau est constituée de tellement de choses que je n'y verrai rien. Et ce laser, après, va venir exciter ces nanoparticules et amplifier le signal même de ce que je cherche à détecter. Je suis en train de revivre l'angoisse de ma terminale S, là où je n'arrive plus à comprendre de quoi on me parle. Bon. Si tu veux, j'ai même une photo de mes nanoparticules. Bah écoute, envoie-moi. Si c'est NSFW, faut prévenir avant par contre. C'est des nanoparticules excitées ou exaltées? Non, non, non. Ça, ce sont des nanoparticules, mes nanoparticules que j'utilise, toutes simples. J'ai pris une petite photo. Disons, tu as un bon objectif, hein, parce qu'il me semble que c'est tout petit quand même. Quand c'est marqué nano devant... Eh ben, tu vas voir l'échelle. Montre-moi ton échelle. Donc voilà, donc on a un petit panier de petits fruits confits dont on parlait tout à l'heure. Exactement, c'est ça. Donc voici des nanoparticules. C'est des petites cacahuètes, c'est des noisettes. Ah, 100 nanomètres. 100 nanomètres, ça fait 1/10 de millimètre, ça fait quoi en millimètres? En millimètres, on est sur du 10-9. Un nanomètre, c'est 10-9 millimètres? Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment extrêmement tout petit. Enfin, 10-9 mètres. Ah, mètres, d'accord. Ok. Donc du coup... ça ferait du 10-6 millimètres. Il y a combien de nanomètres dans un millimètre? 1000, 2000, 10 000 ou 100 000? 100 000. 100 000, voilà. C'est ça, 100 000 nanomètres égale. 1 million. Voilà, d'accord. Donc là, vous avez à peu près une image. Vous voyez un millimètre. Là, je suis sur, si tu veux, des nanoparticules d'un diamètre de 20 à 30 nanomètres. D'accord, ok. Bon. Donc, moi, je suis ta question. Complètement perdu. Alors, je rebondis sur la question de Niobi, qui est est-ce qu'il est possible d'analyser du pipi avec cet appareil? Oui, alors, le pipi, le caca, je savais qu'on allait y passer, parce que, évidemment, tu analyses l'eau de la Seine, donc j'imagine que vite, tu tombes sur des particules de pipi, de caca, oui, justement, de seringue. Ce sont des très grosses nanoparticules, enfin des très grosses particules, très grosses molécules, donc en fait, ça, moi, je m'en fiche. Le pipi, le caca, c'est des grosses particules? Comparé aux métaux lourds, oui. D'accord. Donc, oui, du coup, oui. Quand tu regardes avec ton truc, là, tu vois des grosses boules là, qui traînent, c'est la pisse et le caca, et tu t'en occupes pas. Bah, je les vois pas forcément. Enfin, je vais potentiellement filtrer mon eau, mais... Caca lourd. King Ju. C'est plus lourd que le caca. Non, le caca est plus lourd que les métaux lourds. Putain, mais ils ont bouffé où, les gars? Putain, mais... Moi, je parle en taille de molécules. En taille de molécules. Bon. Si tu veux, l'urine et le caca, c'est constitué de plusieurs molécules assemblées ensemble. Ah bah voilà. C'est pas une particule de caca, les gars. C'est un amas de particules, le caca. Donc ça marche pas, votre truc, là. Non, Newbie. On répond pas. On est en train de sortir. Parce que moi, j'aimerais comprendre quand même cette histoire. Là, je n'ai rien habité depuis le début. Hein. Je vais... Tant pis, je pose mes questions. Vas-y, pose. Quelqu'un récupère l'eau. Déjà qui? Ouais. Généralement, ça va être un technicien spécialisé ou un ingénieur. Donc le mec a fait un diplôme de 9 ans d'études pour aller prendre de l'eau dans la Seine. Par exemple, oui. Oui, bah, l'eau de la Seine est assez souvent analysée. Oui, mais le mec a fait vraiment beaucoup d'études pour aller prendre de l'eau dans la Seine. Ah, mais la personne ne va pas faire que ça. D'accord. Donc le mec qui fait ça, c'est pas que son métier d'aller prendre de l'eau dans la Seine. Non. Bon. Donc, non, toi, ça t'arrivera pas de le faire dans ton métier, d'aller directement. Si. Ah, bon, bah voilà.
Ça, c'est la dernière phase de ma thèse. Bon, du coup, un chimiste peut aller faire des prélèvements. C'est là où je voulais en venir. Ah oui, 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 Voilà, oui. d'accord. Un Donc, chimiste peut travailler sur le terrain. tu vas avec ton petit seau à caca et à pipi, et hop, tu vas chercher de l'eau dans la Seine. Voilà. Tu la ramasses avec quoi, ton eau? Vraiment récipient. Ah oui, comme un porc. Ouais. Hop, un récipient Ah oui, enfin une bouteille une bouteille en plastique, en verre. sale. Vraiment. Un truc qui n'a pas été lavé, cuit, recuit. Alors, c'est forcément stérilisé. Ah, une bouteille Après, stérilisée. de Comment toute tu façon, stérilises? C'est toi qui stérilises? Alors moi, ce que j'utilise en laboratoire, c'est un peu différent. Je vais nettoyer, si tu veux, ma verrerie. Parce que Ouais. j'utilise de la verrerie. Et je la nettoie à bon gros coup d'acide. Bah, c'est intéressant ça. Donc du coup, l'eau que tu vas chercher dans la Seine, tu vas la chercher avec des récipients que tu as nettoyés à l'acide. Ouais, mais du D'accord. coup, alors, c'est l'eau régale, on appelle ça. L'eau régale en un mot? Parce Alors, que c'est de parce que l'eau, tu le vaux eau bien et peut-être? régale. Ah, De quoi? parce que tu le vaux C'est ça en bien? 2 mots. C'est eau. Ok, si tu veux, elle a un autre nom. Eau régale, c'est français. Sinon, Ouais. en anglais, on appelle ça. Ah, Qui est, t'as été censuré? T'as été littéralement censuré. Tu n'as pas le droit de prononcer ça. Redis-le pour voir. Aqua Regia. Ah merde, bon, j'ai cru qu'on avait trouvé une faille Dans d'Illuminati. le Switch Game. Aqua Regia? Ouais. Ah, donc régal au sens roi et reine, quoi. Regia. Ouais, on Non, peut dire ça. je dis Parce qu'en fait, régalien, ça va voilà. vraiment détruire tout ce que je vais utiliser dans mes récipients, enfin mes nanoparticules, D'accord. parce qu'il faut que j'ai aucune contamination. D'accord. Est-ce que tu connais à peu près le fonctionnement de l'eau régale? Ouh, oui. Ben moi, ça m'intéresse. Bon, le fonctionnement, c'est tu mélanges 2 acides, acide nitrique et acide chlorhydrique, Ouais, les deux ultra concentrés. ouais. Et donc, tu as un mélange au départ qui va être transparent, un peu jaune. Et puis, bah, tu mets ça, tout simplement, tu rinces en fait ta verrie. Ouais. Et ça va venir désintégrer, détruire tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est inorganique. Alors, est-ce que tu sais comment? Si C'est-à-dire, je tu suis une veux chose le principe inorganique. physique. Ouais, voilà. Si je suis une chose inorganique au fond de la verrie, comme ça, assis, il y a l'eau régale qui arrive. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Euh, Est-ce que tu as en tête, je sais pas moi, l'image d'un os dans de l'acide? D'un os dans de l'acide? C'est ça que t'as dit? Ouais. Non. Bah, en fait, ça va totalement, si tu veux, fondre, ça va tout Ouais. décrocher, Ok. ça va tout J'ai vu Breaking compartimenter. Bad. J'ai vu Breaking Bad un peu. Et dans les saisons 1 et 2, il me semble qu'ils règlent tous les problèmes avec ça. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça, on va dire ça. On met ça dans un liquide et ça fond, ça devient de la bouillie. Et Ouais, sauf que comme je suis au point de vue nanoparticules, ouais. visuellement, tout ce que je vais voir, c'est mon eau régale, plus je vais l'utiliser, plus elle va foncer et elle va devenir orange-rouge. D'accord. Ok, donc de l'eau régale. Si vous voyez ça sur une bouteille, Ne non. buvez pas. Non, 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 non. Ça ne porte pas bien son nom du tout. Ok. Non, pas du tout. Donc, j'ai nettoyé mes petites verreries à l'eau régale. Je Ouais. me déplace. Après, je les rince. À l'eau. À l'eau pas régale. À l'eau quoi? Je la rince comment d'ailleurs? L'eau, c'est une eau déionisée. Allez, mais comment on fabrique de l'eau déionisée? Tout simplement, on prend de On l'eau prend et les on ions, met on les enlève. plusieurs filtres. Comment? Excuse-moi. Il y a plusieurs filtres en fait. Ça passe dans une pompe, il y a plusieurs filtres qui vont récupérer plusieurs ions. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une eau ultra pure. Une eau à pas boire non plus.
Ah, alors attends. Euh, Comment la machine enlève les ions dans l'eau? Eh ben, c'est tout bête, par des filtres. C'est juste les ions, ils sont trop gros, ils passent pas, c'est ça? Ouais, D'accord, ok. Bon. Donc, on enlève les ions dans l'eau pour net. Alors, du coup, si on enlève les ions dans l'eau, elle devient pas buvable? non, en fait, on a besoin de certaines molécules, on a besoin de certains ions pour Ouais. pouvoir être assimilés par notre corps. Ah! Et si je les enlève, du coup, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va pas être assimilée. Bah, on va pas passer un très bon moment. Enfin, c'est pareil, l'eau déminéralisée de ton fer à repasser, tu vas pas t'éclater à le boire. Qu'est-ce qui va m'arriver? Breaking Bad? Euh, non, non, l'eau déminéralisée, si t'en bois, tu vas être bien malade. Après, ça dépend de la quantité que tu vas boire. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, parce que tu vas avoir certaines interactions dans ton corps qui va te faire dire que Ouais, t'as mais fait une quelles belle connerie. interactions? Est-ce que tu sais quelles interactions? Ah, le nom, non, je les ai pas Non, en mais tête. concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'eau. Oh, va faire éclater tes globules rouges. Ah, bah là, on est dans la technique, là. Donc, si vous voulez faire éclater des globules rouges, buvez l'eau de votre fer à repasser. Voilà. Des petits tuyaux comme ça, moi je le conçois dans le concret. Comment veux-tu que les gens s'amusent après? Donc, éclatez-vous Ouais, les c'est pas globules si rouges. amusant. Non, En bon. soi, on peut aussi éclater ces globules rouges en buvant très vite, En buvant de quoi? très très vite de l'eau. Tu sais, quand il y en a qui font des concours de ceux qui boivent le plus vite sa bouteille d'eau ou son verre d'eau, Ouais. bah, ça a un effet qu'il y a trop d'eau qui rentre dans ton corps, dans tes cellules beaucoup trop vite et Ouais. ça éclate tes cellules. Parce que quand je bois de l'eau, elle va dans mes cellules, dans mes globules rouges? Ah bah oui, oui, À oui, l'intérieur du globule. L'eau va partout. L'eau, enfin vraiment, Ah, si t'es donc je petit, suis ça un va globule, je me partout. balade, mon propriétaire boit de l'eau, je suis obligé de boire de l'eau. C'est ça? T'as besoin de l'eau. Si tu veux, c'est la vitesse à laquelle tu vas la boire et la Ouais. vitesse à laquelle ton corps va la traiter. D'accord. Et donc, si t'en bois trop, les globules rouges commencent à se remplir et à éclater. Ouais. Ouais, bon. Je Ça, suis c'est parce vraiment que au je vois niveau des petits dessin mots, animé de la chimie. Je pense que c'est très, très... Bah, je suis sûre doit y avoir un très bel épisode de Il était une fois la vie Bah oui, là-dessus. voilà. Où le mec boit de l'eau du fer à repasser et les globules rouges éclatent et il y a du sang sur tous les murs. Et Breaking Bad. Donc, Mais il me semble qu'il y a des gens qui sont morts à cause de ce genre de concours. bah, bravo. Paix à leur âme, mais bon, quand même, merde, les gars. C'est pas, on peut mourir de boire de l'eau. De toute façon, Même boire trop d'eau, oui aussi, si c'est parce pas... que tu as d'autres choses qui rentrent en compte, comme le fait que tu vas déséquilibrer ton taux de sodium dans le sang, enfin dans ton corps. Et du coup, ça il en va est hors de faire question. Jamais je ferai ça. Je veux toujours avoir un taux de sodium équilibré, moi. C'est plus Voilà, important. mais il faut toujours avoir un très bon taux de sodium. Bon, alors, je suis obligé d'avancer, bien que je pense qu'on pourrait continuer sur le sodium, etc., mais bon. Tu vois, là, j'ai vraiment pas du tout d'angoisse sur le fait qu'on ait des trucs à se dire jusqu'à la fin de ce modèle. Parce que là, c'est l'enfer dans ma tête. Donc, j'ai pris... Imagine un peu dans la mienne. Bah ouais, mais toi, toi tout ça, ça a l'air de naviguer là-dedans sans problème. Mais moi, je connais que dalle. Donc, Ouais, mais justement, plus je suis passionnée et plus je pars dans tous les sens. Bah, c'est pas grave. Tant pis, on refera un autre épisode si on n'a pas tout dit. J'ai ma petite verrerie. Je mets de l'eau régale dedans pour la nettoyer. Ensuite, de l'eau déionisée pour la rincer. Je l'essuie avec un chiffon comment? Il faut qu'il soit comment le chiffon? Alors, on n'essuie pas. Surtout pas, sinon faut tout recommencer, couillon. On place ça à l'étuve. Qu'on souffle dessus. Non, on place à l'étuve. Ah non, on souffle pas dessus parce que... Sinon, il y a des particules de pipi et des globules rouges éclatés dedans. Pour ceux qui boivent du pipi, évidemment. Mais on re-rince, si tu veux, à l'éthanol pour qu'il n'y ait plus de traces d'eau sur ma verrerie. D'accord. Et ensuite, on place cette verrerie qui a été rincée à l'éthanol dans une étuve à 50-55 degrés. Ouais.
ce qui va faire évaporer l'éthanol et ce qui va sécher la verrerie. Impeccable. Et il n'y aura pas de traces d'éthanol. Pas de traces d'éthanol parce que c'est volatile en fait, donc avec la chaleur, tout va partir et il n'y aura plus de traces d'eau. Donc il n'y aura plus aucune interaction avec ce qu'on va y mettre dedans. Ok, donc j'ouvre l'étuve, je prends la verrerie, mais pas avec mes doigts. Bah, t'as forcément des gants. En labo, on manipule toujours avec la blouse, les gants, les cheveux longs, les lunettes au niveau des yeux. D'accord, donc on se protège un maximum pour ne pas contaminer le truc. Du coup, là, on en est vraiment même pas à l'étape 1, que déjà c'est chiant d'aller chercher ça. J'ai même pas encore fait en plus mes nanoparticules. Bah là, on va en parler tout à l'heure, mais déjà là, moi j'ai plus envie de faire ce métier, hein. Ça a l'air hyper relou. Hein. Je n'ai même pas été chercher l'eau encore, et je suis censé l'analyser. C'est parce que t'es trop impatient. Ouais, mais déjà, coût total de l'opération, 53 000 €, parce qu'il faut acheter l'étuve, il faut acheter le déioniseur d'eau, il faut acheter 2 acides différents, les mélanger, et ensuite toute la combinaison, et la verrerie. C'est pas si cher. Ah bon, bah, tu me fais un petit forfait à combien pour tout ça? Les bouteilles d'acide sont pas très chères. Je sais plus à combien elles sont. Je sais même pas si on est de l'ordre de 10-20 € la bouteille, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que tu crois que les riches lavent leurs assiettes et tout ça avec ce système? J'espère pas pour eux, parce qu'on évite de manger dans qu'on nettoie à l'eau régale. Ah bah non, mais le truc est propre comme un... la verrerie est toute propre après, normalement. Théoriquement. Ah. Ouais, il y a d'autres trucs qui rentrent en compte. On est pas barré avec ce podcast. C'est-à-dire que ma verrerie qui sort de l'étuve pourrait être encore contaminée par une saloperie qui fait que je peux pas manger dedans? Oui. Tout ça fausse. Faut pas oublier que je suis à l'état de nanoparticule de nanomolaire. Ouais. Donc en fait, comme je mets de l'acide dans mon verre, mon verre, à un moment donné, il en prend quand même plein la gueule. Ouais. Donc le verre, c'est comme le verre dans ton lave-vaisselle, il va être rayé. Ouais. Donc il se peut que tu aies ton mélange ou tes nanoparticules qui soient restées dans ces petits stries dans ton verre. Oh, mais quel enfer. Bienvenue en chimie. Et il n'existe pas des récipients inrayables à l'échelle nanoscopique? Oh, le quartz, c'est pas mal. Donc, un verre en quartz, du coup, ça serait pas mal. Mais ouais, personne ne l'a jamais fait, donc j'imagine que ça sert pas à grand-chose. Non, c'est surtout que c'est extrêmement cher, le quartz. Ah, bon, voilà, toujours le même problème. Si tu veux, moi, si je veux utiliser une petite cuvette où je vais mettre 3 millilitres, 4 millilitres de solution, donc vraiment une toute petite cuvette en quartz, il faut compter à peu près 900 à 1000 € la cuvette. Wow, ah d'accord. Donc peut-être les très très riches peuvent se faire découvrir à des assiettes en quartz, les nettoyer à l'acide, puis les passer à l'étui. Ah non, il y a l'eau déionisée, l'étui. C'est vraiment pour les gros maniaques. Hein. Là, on est niveau Carlos Ghosn ou un truc comme ça à Versailles. Là, c'est... Donc... au niveau maniaque, je suis pas mal. Hein. Je pèse... D'accord. Donc, on était quand même, au début, tu me parlais quand même de bouteilles en plastique pour aller chercher ton eau. Mais... Alors, on peut. Après, c'est juste quelque chose pour contenir... Et après, c'est pas un plastique comme on l'entend, ta bouteille que toi t'achètes dans le commerce. Ah, c'est pas de la cristalline du magasin. Ouais, c'est pas des plastiques, c'est pas du PET. D'accord. Donc c'est quand même des bouteilles particulières. Ouais, c'est un assemblage, c'est un assemblage plastique de polymère spécifique. Ok. Alors maintenant j'ai donc bien mon récipient rempli d'eau, de l'eau que tu veux analyser. Donc tu parles de conditionnement pour le transport, donc ça on a à peu près vu pour le conditionnement ou il y a d'autres trucs à dire? Actuellement non, le conditionnement c'est tu rajoutes des acides et puis ça va, si tu veux stopper tout ton... Ça va stopper toute interaction chimique potentielle dans ton milieu. Ça c'est ce qui se fait actuellement. Alors, d'accord, dans le système actuel,
une fois que j'ai pris mon échantillon d'eau, je mets des acides dedans pour stopper. Est-ce que tu peux être plus précise? Toutes les réactions qui ont lieu habituellement dans l'eau? Bah, dans l'eau, tu as énormément d'interactions parce que tu as pas mal de molécules organiques, des Ouais, grosses molécules organiques qui sont en décomposition dans l'eau. Enfin, tu as des ouais. végétaux dans l'eau. Donc, tu as de la vie, donc forcément, enfin, voilà. Ça se bastonne, ça règle Voilà, des ça se comptes. Voilà. décompose. Et alors du coup, Donc, pourquoi toi tu veux stopper ça? parce que justement, ça peut contenir les métaux lourds dont je veux analyser. Il peut avoir des interactions qui vont faire que, si tu veux, ma quantité de métaux lourds dans mon échantillon va paraître plus faible qu'est-ce qu'elle n'est en réalité. D'habitude, d'accord, ok. Donc il faut que tu bloques au moment où tu prends pour avoir un bon aperçu de En l'état temps réel, dans ouais, l'état naturel, quoi. Et non pas, c'est d'accord. ça. Et Et donc, non pas le temps de ton trajet pour rentrer à ton labo. d'accord. Et donc les acides, comment ils vont faire pour stopper toutes ces réactions? Oh là, il y a plein de choses. Comment expliquer ça? Ah là là. Si tu veux, ça va bloquer pas mal de. Je vais partir, par exemple, dans pas mal de cascades enzymatiques, pas mal. Si tu veux, ça va faire barrière telle des CRS en manif. Ouais. Donc ça fait des NAS. Voilà, ça va vraiment bloquer un maximum Donc ça envoie des LBD dans les yeux. BLBD. Plus personne ne bouge, les gaz, ça dégage, il n'y a C'est plus ça. personne. Non mais en vrai, du coup, on va prendre donne-moi un exemple. Un exemple, pas Est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête? En fait, ce que je trouve étonnant, on va aller plus vite. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il suffit de mettre un acide ou un petit Non, c'est cocktail. pas. C'est un petit cocktail. D'accord. Et il a un nom, ce cocktail? En fonction des fabricants, il va avoir des noms différents. Et c'est un cocktail dont le but est de bloquer les réactions chimiques dans un milieu, Ouais, dans n'importe quel milieu. Si je veux analyser de l'urine et que je veux bloquer les réactions chimiques dans l'urine, je fais ça. Non. non. Donc c'est un cocktail qui est fait pour l'eau douce. Ouais, ouais, parce D'accord. que ça va être différent avec l'eau de mer. D'accord, ok. Donc c'est un cocktail qui a été prévu par un fabricant pour bloquer les réactions chimiques dans un échantillon d'eau douce. Oh, voilà, en gros, D'accord. pour faire court. Bon. Donc ça c'est mon conditionnement. Concrètement, mon Donc, eau, elle est toujours dans ma verrerie du début là. c'est ça, donc ça, c'est la méthode actuelle. Actuelle. Moi, ce que Je termine. j'aimerais... Ouais, mais attends, j'aimerais qu'on finisse sur toutes les étapes de la méthode actuelle et après on va revenir sur Ok. ta solution. Donc, j'ai ma verrerie, j'ai pris mon échantillon, j'ai mis la solution qui permet de bloquer toutes les réactions à l'intérieur. Je Mhm. mets un couvercle, je visse et je mets Ouais, dans ma voiture, je le mets dans une glacière, ouais, Ok. ouais, dans la glacière, Il faut baisser la à température. l'abri de la lumière. Il faut que ça soit à peu près à quelle température? Température frigo, 5 degrés. D'accord, ok. Donc il faut pas En que ça gros. chauffe trop, il faut pas que ça baisse trop non plus. Il faut que ça soit... Ouais. D'accord, bon, il faut que ça soit une température normale, voilà. Euh, Alors, le trajet, bon, ça, je pense que on va pas s'étendre. Tu me parlais de changement de pH. Ouais, parce Pourquoi que du coup, déjà? alors, Pourquoi? l'eau douce, en fonction d'où est-ce que c'est sur la planète. Ouais, Je vais prendre le cas de moi, comme je suis sur Paris et que je travaille sur l'eau de la Seine. Mon pH de l'eau de la Seine, par exemple, est à un pH 8. d'accord. C'est pas très loin de Donc, neutre, ça, du coup. oui,
Neutre, pas très loin de c'est neutre. combien déjà? Généralement, on tape sur du 7, 6, 5, 7. Voilà. Donc, on rappelle, il y a pH neutre au milieu. En dessous de Mhm. 7, c'est basique, c'est ça? Acide. Assez acide. Et au-dessus, c'est basique. Ouais. D'accord. Bon, on va pas partir trop dans les détails. Enfin, est-ce qu'on peut définir à peu près basique et acide? Alors, l'eau, la formule de l'eau de base, on appelle ça H2O. Ouais. Je crois que tu vas me détester là. Non, bah là, tu me prends pour un teubé, là, quand même. Non, H2O. mais là, Ah oui, pour l'instant, ça surtout... va. Tu m'apprêtes pour ce qui va Je m'arriver, te là. prépare, je te D'accord, je conditionne. m'accroche. Vas-y. Donc, tu as H2O, donc ça, c'est ton eau, sauf que l'eau est pas tout... Enfin, c'est pas tout le temps cette forme H2O. C'est Fais du pipi. HO- plus H3 ou plus. HO. J'ai un bac scientifique, je suis censé pas être perdu à ce niveau-là, mais là, HO- plus... Je te vois, t'es en train de vérifier sur Google. Pas du tout. J'essaye de jouer la luminosité parce que j'ai remarqué que j'étais à moitié dans le noir. HO-. Bon, alors, l'eau n'est pas que sous forme de H2O. Des fois, c'est un autre mélange. Bah, en fait, c'est toujours... tu veux, en chimie, c'est pas forcément tout le temps fixe. Ouais. Tu as H2O qui va devenir HO-, qui va redevenir H2O, etc. Ça fait vraiment... Bon, t'as coupé malheureusement, donc on n'a pas la formule précise, mais en gros, les molécules sont pas fixes, elles se déplacent, elles s'échangent les unes avec les autres un peu en permanence. Ouais, c'est ça. Mais de manière, il y a quand même un équilibre au final, même si c'est mouvant. C'est ça. Et du coup, le pH. Eh ben, le pH, ça va être en fonction de cette, si tu préfères, de cette quantité de HO- ou de H3O+. D'accord. Ok. Ok, bon d'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon, je pense qu'on pourrait faire 2 heures sur le pH. Je pense que je risque de perdre beaucoup de monde. Bon, d'accord, ok. Je te fais confiance. Donc, comment tu changes le pH de ton échantillon du coup? Avec une solution du coup très acide qui va venir justement équilibrer. D'accord. Équilibrer, c'est-à-dire comme je t'ai dit, c'est toujours en mouvement. Ouais. Donc, tu vas avoir quelque chose... là, je suis à pH 8, donc on est plus dans quelque chose d'un peu basique. Ouais. Et je vais rajouter quelques gouttes d'acide qui va faire que je ne vais pas non plus être très acide, mais ça va venir un peu s'équilibrer, un peu comme quand tu mets du sirop dans ton eau. D'accord. Et pourquoi tu fais ça? Au niveau du conditionnement? Ouais, pourquoi vous avez besoin de changer le pH? Moi, je change le pH pour pouvoir coller le plus possible à l'eau de la Seine. Mais c'est pas de l'eau de la Seine que tu as dans ton récipient? Pas encore. Tu nous c'est fais là des la mystères. subtilité. Tu nous fais des mystères. Je vais te perdre. Ah, donc là, tu changes le pH pour coller à l'eau de la Seine pour faire tes études. Mais c'est pas une règle. Dès qu'on veut analyser de l'eau, on change pas le pH. Ah, si tu veux analyser ton eau, le temps du trajet, tu vas changer le pH. Mais c'est ça que je pige pas. Pourquoi on fait ça? Si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne changes pas ton pH de l'eau et que ton échantillon n'est pas analysé dans la journée, parce que les échantillons sont rarement analysés dans la journée, justement, tu vas avoir des interactions à faire, tu vas avoir des dépôts qui vont se former dans ton récipient, qui vont rester dans ton récipient. Du coup, tu vas perdre plusieurs informations. Donc, ce que tu vas analyser, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va pas être ton eau en temps réel, comme si tu venais juste de le sortir, mais ça va être ton eau un peu trouble, comme quand tu laisses ta bouteille d'eau plusieurs jours dans un coin.
Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu au pif. Je rajoute un peu d'acide pour... Non, non, c'est pas du tout, c'est pas du tout au pif. Il y a des appareils qui le, le niveau du pH À quel précisément. moment? Alors du coup, j'ai mon échantillon d'eau. Je fais le trajet, Mhm. j'arrive au laboratoire. C'est là que je change le pH? Non, ça va dépendre du trajet, mais tu peux le faire directement sur place. Là, je suis perdu, je suis perdu. Pourquoi je change Ah, le pH et à quelle quantité je le change Toi, qu'est-ce qui te dit qu'il faut mettre 3 gouttes d'acide avant de monter dans la voiture? C'est une règle? L'eau de la Seine, faut toujours mettre 3 gouttes d'acide ou non, tu vas prendre ton eau, tu vas mettre alors si tu fais un truc grossier, tu vas mettre un papier pH D'accord. Ah, donc qui va, je fais un test sur l'eau. voilà, je regarde le pH de mon eau et je sais que je dois arriver à un pH de, je sais pas, je te dis une bêtise, hein, mais je Ouais. sais pas, un pH de 4. Et donc du coup, Ce qu'il tu faut vas pour mettre que ça descende, d'accord. voilà, pour que ça descende. Et ça, toi, tu le connais pas, ce chiffre, ce pH-là. Non, parce que ça, D'accord. c'est pas ma méthode. D'accord, ok, bon. D'accord. Donc, avant de conditionner pour le trajet, je fais un test dans l'eau pour connaître son pH. Je mets Mhm, de l'acide dedans pour qu'elle atteigne le pH qui m'arrange, qui permet de mhm. stabiliser les réactions chimiques à l'intérieur du test pour Oui, pouvoir faire une analyse, pas forcément dans la journée, mais plus tard. Comme ça, on est sûr que l'eau n'a pas trop changé entre le moment où je la prends et le moment où je la teste. c'est ça. Ça y est, on avance. Oui. Je monte dans ma voiture. Je file au laboratoire. Et alors là, on Tu n'avait déposes pas. les échantillons. Je dépose des échantillons. Et c'est là qu'on détruit l'eau à l'ICPMS? Si on accélère le mouvement, oui. Ah, parce qu'il y a. Si on accélère le mouvement, Bah, mais je veux pas l'accélérer. Moi, je veux. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose en avant fait, à faire? il faut retirer l'acide que tu as rajouté. Enfin! Là, il me gêne moins. Parce que du coup, j'avais l'impression qu'on rajoutait des trucs au pif pour se faire plaisir. Mais du coup, j'avais l'impression qu'on n'analysait pas vraiment l'échantillon vu qu'on rajoutait des trucs dedans. Donc, on peut retirer l'acide qu'on a mis dedans. Il Oui, a accroché une ficelle? si tu veux. Il faut rajouter des bases ou il faut... Comment? C'est ça. D'accord, on équilibre. Tu le neutralises avec autre chose. D'accord. Et on revient au pH initial. Et voilà. Ah, yes. Ah bah voilà, Et là là, ça tu m'arrange. analyses. Tu vois, c'est comme quand j'étais au lycée, quand je comprenais plus rien, mais c'était fini. Et dès que je comprenais la finalité de la chose, tout rentrait dans l'ordre. Donc ça y est, je suis rassuré. Je suis rassuré. Euh, et donc, est-ce qu'il y a d'autres étapes avant la destruction de l'ICPMS? Bah après, ta verrerie est propre, tu mets ça dans ta machine et ouais, tu balances ta machine et voilà Donc je quoi. mets ça dans Ça fait la... l'ICPMS qui coûte une blindasse. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait l'ICPMS? Alors, Il détruit l'eau, c'est ça? j'ai pas entendu Il quoi? détruit l'eau? Ouais, ça va en gros, si tu veux, mettre l'eau sous forme d'ions et de gaz. Ouais. Et c'est ces informations-là que l'ICPMS va récupérer et va te sortir un résultat. Ouais. Sauf que ça serait plus simple et plus drôle si il te mettait en gros sur ton écran en clignotant ceci c'est Ouais. je sais pas, ceci c'est du plomb, ceci c'est du cadmium, là tu as du zinc, là. Ouais. En fait ça te sort un spectre avec des pics dans tous les sens. Ouais. Alors attends, on va trop vite. On va trop vite. Qu'est-ce que tu veux dire par détruire l'eau? Tu m'as dit enlever les ions et les gaz. Alors bah, détruire l'eau Le but, c'est d'enlever l'eau pour concrètement. garder le reste, c'est ça? Non, concrètement, si tu veux, on bout l'eau. Oh bah, ça coûte cher, ça. On le fait avec
pas des n'importe quel plasmas et gaz. des machins, quoi. Voilà. Mais Et on utilise un laser spécifique qui va analyser ces vapeurs, si tu préfères. d'accord. Donc on fait bouillir l'eau et on analyse les vapeurs. C'est ça. Le reste, on s'en fout. Ce Si qui tu reste préfères. au fond, on s'en fout. Il ne sera pas analysé. Non, ce qui va rester en solide, Ouais. non. Mais enfin, on monte quand même à pas mal de degrés dans mes souvenirs. Donc, Donc à peu près tout ce qu'il y a dans l'eau va passer en gaz, du coup. c'est, ouais, D'accord. en gros, une bonne partie. Et donc, le laser dans le gaz, c'est ça? Ouais, à la sortie, si tu veux. Enfin, À la t'as sortie. la, Ouais, vas-y. t'as la flamme, t'as l'échantillon au-dessus, en gros, si tu Ouais. imagines. T'as tes vapeurs. Et là, t'as ton laser après. Le laser, il tape dans les vapeurs Mhm, et c'est en analysant le spectre lumineux du laser qu'on arrive c'est ça. à déterminer les éléments qu'il y a dans l'eau. En très gros, c'est ça. Ouais, bon. À la sortie de cette machine, on a un spectrogramme, c'est ça? Ouais, D'accord? Et on peut, à partir de ce spectrogramme, déterminer les éléments qu'il y a dans l'eau. c'est ça. Et donc, on a terminé, vu que c'était un peu le but du jeu à la base. Bah après, il faut interpréter et analyser et quantifier. Mais le sujet de ta thèse, c'est comment trouver un moyen plus simple de déterminer ce qu'il y a dans l'eau, dans un échantillon d'eau. Ouais, mais je D'accord. dois savoir, moi, à quoi correspond ces pics, si tu veux. D'accord. Bon, bah alors Et continuons. Si... il faut que je prouve aussi que la méthode que je suis en train de réaliser est viable. Oui, d'accord, ok. Donc, j'essaie de regarder... Merde. C'est un spectrogramme de d'ICP-MS, c'est ça? Ouais, c'est vraiment des pics sur... t'as une droite et t'as plein de pics. Oui, bon, bah ça, j'en ai sous les yeux. Donc, on voit à peu près... Ça, c'est ce qui sort de la machine, donc. Et donc, toi, comment tu analyses ça pour déterminer ce qu'il y a dans l'eau, du coup? Bah, moi, justement, tout le but de la recherche, c'est il y en a qui ont pas mal d'études avant moi, ce qui est Ouais, assez cool. Et donc, du coup, je regarde ce qu'il y a dans la littérature et généralement, on peut trouver les spectres des, des, des constituants de l'eau, si tu veux, mais séparés. C'est les spectres purs. ouais. Donc, ça veut dire que chaque pic correspond à quoi? Chaque pic va correspondre Un à élément à chimique, une molécule, ouais, une à un molécule. élément. D'accord. Ouais, ouais. Et plus la courbe est haute, plus il y en a dans l'extrait qu'on a analysé. Ça va dépendre des méthodes, mais c'est soit plus elle est haute, plus il y en a, ou soit plus elle est basse et plus il y en a. En fait, ça va dépendre des interactions. Mais là, je vais t'embrouiller. D'accord. Donc, à partir de ces courbes, un chimiste peut lire les différentes molécules qu'il a sous les yeux. C'est ça. Et à peu près leur quantité, même de manière assez précise. Ouais. D'accord. C'est une courbe qui a en abscisse et en ordonnée quoi? Tu vas avoir des centimètres moins 1. Ouais, on est très chiant, hein. Des centimètres? C'est des centimètres moins 1. Ah, centimètres! Ouais. Ah, j'ai entendu spintimètre. C'est pour ça que j'étais mort de rire, parce que spintimètre, c'est mignon. Mais... Donc des centimètres moins 1, d'accord. Donc centimètre moins 1, d'accord. Et sinon? Sinon, après, c'est l'absorbance. Ok. Donc, une courbe qui représente des centimètres sur l'absorbance. J'ai du mal à visualiser, et ça, c'est toujours mon problème. En sciences, dès C'est que je peux pas très dur visualiser, je panique. Et en spectro, généralement, ils ne représentent pas ça de cette même manière. Ils vont faire sur la masse enfin la masse divisée par l'atome ou quelque chose comme ça, je crois, de ce que je vois. D'accord, bon. Toujours est-il que c'est une courbe qui représente des quantités. C'est ça. Voilà, bon. Donc ça, c'était notre but, d'obtenir des... Voilà.
Maintenant, ça fait 1 heure qu'on est ensemble pour déterminer quelle est l'ancienne méthode. Sauf que toi, tu déboules et tu dis non, mais ça coûte une fortune votre merde là. Moi, je vais trouver une méthode moins chère parce que je suis quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui a envie que tous les pays puissent analyser leur eau et le faire fréquemment. Comme ça, on pourra déterminer si elle est en train de devenir poison ou si elle est depuis longtemps ou si elle ne l'est pas vraiment et d'où ça vient et pourquoi et comment. Parce que c'est important, c'est un enjeu important. C'est très très important. Voilà. Sinon, tout le monde a la chiasse. Comment on fait? Voilà. Donc, tu peux... Alors, d'ailleurs, sur spectrogramme, tu peux... Il y a des spectrogrammes, dès que tu les vois, tu dis « Oh là là, il y a la chiasse là-dedans ». J'aimerais bien faire ça parce que là, actuellement, c'est plus, je regarde les métaux lourds, mais in fine, ça serait de pouvoir étendre ça à... La chiasse. à E. coli, par exemple, détecter E. coli, bah voilà. qui te donne la chiasse. Exactement, non mais voilà. Bon, toi, les métaux lourds, parce que c'est un truc qui t'intéresse particulièrement, c'est un enjeu particulier, les métaux lourds, c'est... Alors, c'est la pollution, les métaux lourds, c'est beaucoup plus petit. Oui. Déjà, c'est plus petit que la et surtout, ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement dramatiques. Raconte. En 2014, aux États-Unis, oui, il y a eu un gros problème sanitaire là-dessus parce que il y a eu une grosse intoxication au plomb sur toute une ville. Ouais. L'intoxication au plomb, donc le saturnisme, tout ça. Quand tu es adulte, bon, tu n'es déjà pas très bien, mais ça va toucher sur le développement de l'enfant. Si une femme est enceinte, elle peut perdre l'enfant ou son enfant va développer des retards dans la croissance, dans son développement, etc. Ok. Donc ça a des conséquences extrêmement graves. Si la baisse nous signale que cette affaire est toujours en cours d'ailleurs. Donc... Ouais. Donc les portées sont dramatiques dans le temps. Elle est résolue quand même, parce que je vois qu'elle me dit qu'elle n'est pas résolue, mais ils savent d'où ça vient. Ils savent d'où ça vient. Alors est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient du coup? Ouais, en fait, ils ont réutilisé des anciennes canalisations parce qu'ils avaient besoin. Enfin, il y a un barrage et tout ça, ils avaient besoin de canalisation. Ils ont réutilisé des anciennes canalisations. Et ils se sont dit, on les a pas utilisées depuis longtemps, elles sont asséchées et tout. Le cocktail qu'on met habituellement dans l'eau, on va un petit peu le changer, ça va un petit peu nettoyer tout ça. On dira juste à la population, les premiers jours, votre eau va changer de couleur, il ne faudra pas l'utiliser et après, ça ira. Ouais. Sauf que y a un truc qui est assez fascinant dans les canalisations, c'est que la corrosion dans tes canalisations, ça protège. Ah, intéressant. En fait, cette corrosion, elle va justement attirer pas mal de métaux lourds et l'emprisonner. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont décapé ces canalisations. Ouais. Et du coup, la corrosion ne protège ça a plus. libéré une quantité astronomique de métaux lourds et principalement de plomb, puisque c'est des vieilles canalisations en plomb. Calamitisation. Ouais, je commence à beaucoup trop parler. Comment c'est possible qu'ils aient décapé? J'imagine que si on sait qu'il faut pas décaper normalement, j'imagine, non? Oui, bon ça. Bon après, je n'interroge pas les humains. Ouais, oui, bon. Pourquoi ils ont fait ça? Enfin, avec le recul. On sait pas pourquoi ils ont fait ça parce que du coup, si la corrosion protège, pourquoi ils l'ont enlevé? Pour d'autres raisons. En fait, je crois que ce que disait Sissi, ouais, c'est ça, c'est que ils savent pas de qui ça vient exactement. D'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un quelle est la personne, je crois, responsable vraiment de ça. D'accord. Potentiellement aussi un stagiaire, on ne sait pas, hein, quelqu'un qui était là pour apprendre et on l'a laissé débrouille-toi et la personne, moi je fais comme ça. Ça peut être ça aussi, ça peut être tellement de choses. Ce que je pige pas, c'est que quand le truc est neuf, il est pas corrodé. Donc, Ah mais là c'est pas neuf justement, ils ont réutilisé des anciennes canalisations. Ouais, donc en enlevant la corrosion, ça fait qu'il y a des trucs dans le tuyau qui ont balancé des métaux. En fait, si tu veux, ça a retiré la couche qui protégeait.
Et quand l'eau passait par la suite, ça récupérait ce plomb qui était de base emprisonné dans cette corrossion. Ok. Et les métaux lourds, quand je les bois, ils rentrent dans mes globules rouges? Dans ton système immunitaire, dans ton système lymphatique, dans ton cerveau, dans tes cellules, partout. Et ils s'y logent et ils ne bougent plus. C'est Ouais. pour ça qu'ils sont un peu relous d'ailleurs. On les appelle les métaux relous à la base. Bah, ils sont lourds, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu sais résumer pourquoi c'est mauvais pour la santé du coup? Quels sont les premiers symptômes d'une intoxication aux métaux lourds? Ça va vraiment dépendre de la quantité et, du métal. Ok. Bon. D'accord. Bah, du coup, j'annule cette question. Mais du coup, une intoxication... Enfin, je sais pas, du coup, donne-moi 2-3 exemples. Ça peut... Bah, ça va bloquer, comme je l'ai dit, sur un enfant. Donc, il peut y avoir des sévères... Chiasse. Comment dire, peut y avoir beaucoup de problèmes dans l'apprentissage, par exemple, du langage. Ah, donc d'accord, donc c'est neurologique alors. C'est neurologique, ouais. Moteur aussi. Ouais. Après, comme j'ai dit, bah, une femme enceinte, ça peut déclencher les fausses couches. Ok. Bon, donc c'est très très emmerdant, Ouais, l'intoxication aux plutôt. métaux lourds. Donc toi, tu t'es penché sur ce sujet-là. Et donc, on va enfin passer à ta méthode pour que ça coûte beaucoup moins cher de détecter des métaux lourds dans de l'eau. Voilà. Moi, je veux savoir quelle est ta méthode révolutionnaire. Est-ce que c'est une invention? Non, c'est pas mon invention. D'accord. Donc tu vas nous parler d'une méthode qui vient d'où? Bah, du monde des sciences, qui a été très utilisé il y a des années, parce que il y a eu d'autres méthodes qui se sont développées, qui étaient peut-être plus intéressantes, certes plus chères, mais Est-ce qu'il y a peut-être parce plus que précises. tout de suite, je pense au concept de lobbying. Oui, aussi, il y a ça. Il y a un peu ça, non? Les sciences Mais c'est sont... pas pour toi, c'est pas à cause de ça que la méthode la moins chère est moins utilisée. C'est pas pour parce que du coup, ça semble pas du tout logique. S'il y a une méthode aussi efficace mais beaucoup moins chère, pourquoi on l'utilise pas si c'est... Bah, faut l'inventer. Ah, elle est pas inventée encore? Alors, Ça y est, je suis encore perdu. je vais un peu t'embrouiller. Ouais. La machine que j'utilise existe, mais elle n'est pas utilisée pour ça spécifiquement. Intéressant, d'accord, là je comprends mieux. Donc, Ouais, c'est mieux quand je choisis bien mes mots. tu as été dégoté un spectrographe de je sais pas quoi qui servait à autre chose. Alors, Je dis, tiens, si on l'appliquait à l'analyse de l'eau de rivière, et donc on y va, non? C'est ça? Ou je dis une connerie? c'est ça. Ok, Ouais, donc on y va. en gros, c'est ça, ça va être ça. Alors, on reprend à zéro. Et je pense qu'on va peut-être remarcher dans nos pas, mais du coup, je retourne à ma rivière, je retourne avec mon petit pot. Est-ce que je crache dedans, je le nettoie avec mon coude, ou est-ce que c'est la même méthode que tout à l'heure? Ouais, il faut que ce soit propre. Faut que ce soit propre. Mais ouais. là, qui va être super intéressant, c'est que là, le pH, je m'en fous. Ah, on gagne du temps, et le temps, c'est de l'argent, messieurs, dames. J'essaye de vendre ton truc. Hein. Et donc, ça, c'est le plus important. On va gagner du temps sur l'étape du transport parce qu'on n'a pas à changer le pH. OK? Donc, on prend notre pot qu'on a lavé au régal, eau déionisée, machin, éthanol, étuve. On met de l'eau dedans, je mets un couvercle, le pH, je m'en fous. Et du coup, je vais directement au laboratoire. C'est ça? Bah, mon labo a la chance d'être au bord de la Seine. Ah, mais alors du coup, est-ce que ça veut dire que dans ta méthode, il est important d'analyser l'eau le plus vite possible? Oui, mais parce que ma méthode est vouée, in fine, à ce que je ramène ma machine directement sur place
Oh, ben ça serait trop bien. Je mets mon laser dedans et paf. Ah, donc là, on gagne du temps, on gagne de l'argent à une quantité astronomique, parce qu'on n'a même pas à payer le transport. On gagne en essence. On n'a qu'un trajet à faire, on y va. On pose son petit bazar au bord de l'eau, on prend de l'eau, on la met dans la machine, et qu'est-ce qui se passe? Elle ressemble à quoi, cette machine? Eh ben, c'est celle que je t'ai envoyée en photo, c'est ma petite machine. Ah oui, la petite toute boîte bleue, bleue, là. Oui, je vous la remonte. Ça, c'est ce que j'utilise pour l'instant, mais ça sera voué dans plusieurs années à changer. Normalement, le projet, c'est qu'elle soit plus simple peut-être à transporter ou ce genre de choses. Mais pour le moment, j'utilise ce genre de machine. Alors, celle-là, tu l'as fabriquée ou tu l'as achetée, celle-là? Non. On ne fabrique pas. Ça, c'est vraiment c'est acheté avec son logiciel pour pouvoir tout analyser. Et donc, sur la boîte, c'était écrit quoi? C'est quoi le nom de cette machine? On l'appelle toujours le laser, parce qu'en gros, c'est vraiment un laser. Mais... Ah ouais, donc bah voilà, ouais, du coup, ça m'aide pas. Mais c'est un nom que... Tu sais pas comment s'appelle la machine. Bon, tant pis. Normalement, c'est si, parce que c'est Raman, parce que c'est un effet Raman de base. Raman Serres, donc c'est une ramanographe. On va l'appeler le Raman au laser. Si tu veux. Bon. Donc j'ai ma petite boîte bleue, il y a même une poignée, hein, donc c'est vraiment fait pour être déplacé facilement. Donc... Ouais, c'est fait pour... Et comparé à la machine d'avant, l'ICP, là on est sur peut-être du 25 000 € la machine. Ah, une paille, hein, ça, une commande à Noël. Bon, faut juste arriver à expliquer aux gens ce que tu veux, vu que ça n'a pas le nom du truc. Achète-moi le machin de Raman avec la poignée bleue là. Ok. 25 000 € plus tard, voilà. Si, le nom c'est vraiment Raman, etc. Okay. Après, il y a un numéro de 2000, voilà. J'ouvre le coffre de la bagnole, j'ai mon ordinateur, un petit câble USB, mon ramanographe, et à côté, un porte-tube à essai qui a été bricolé. Alors ça, je veux qu'on s'attarde un petit peu sur ce truc-là. C'est quoi le petit porte-tube à essai, là? C'est quoi, exactement? C'est un support qui est de la taille de ma cuvette. Qui a alors, attends, ce cuvette a un autre sens dans mon langage. Donc, qu'est-ce que tu veux dire cuvette? C'est quoi une cuvette? Une petite cuve. Dans laquelle il y a l'eau? Ouais. D'accord, ok. Dans laquelle je vais mettre mon échantillon. Ok. Donc, ce petit support, tu l'as fabriqué. Tu mets ton échantillon dedans. Et donc, on a un laser qui envoie dans l'échantillon directement. D'accord. Dans le porte-échantillon. Donc ça, c'est pas du bricolage, c'est vendu avec la machine. Le porte-échantillon en lui-même, oui, mais le support que tu vois en dessous, ça, c'est... D'accord, ok. Donc, c'est une invention ou c'est un procédé qui est déjà utilisé comme ça? Ce porte-échantillon? L'ordinateur branché au boîtier, enfin au ramanographe, branché au porte-échantillon avec le support. Non, ça c'est classique. D'accord, donc ça c'est classique. Ok. Ouais. Donc, ça, mais pourquoi? Alors, ça a l'air quand même vachement plus simple que ce que tu me décrivais tout à l'heure. Et ça te donne à peu près un résultat équivalent à ce qu'on a vu en premier lieu? Tu as un spectrographe derrière? Je ne peux pas encore te le dire si j'ai un résultat équivalent. C'est pourquoi tu peux pas me le dire? Parce que c'est en cours. Parce que tu ne sais pas ou parce que tu ne peux pas le dire? Je ne sais pas encore concrètement. Je peux pas te donner de chiffres. D'accord, ok. Donc toi, le but du jeu, c'est de voir si cette méthode permet d'avoir des résultats à peu près aussi précis qu'avec la machine à 200 000 balles. Ouais. D'accord. Mais ce que je pige pas, c'est que tu me dis que ce système est déjà utilisé depuis longtemps. Donc tu sais à peu près ce que ce type de machine peut donner comme résultat. Ça donne quoi? Ça donne un spectrogramme quand même? Ça te donne un spectre. Sauf que moi, ma particularité, ça va pas être forcément sur la méthode, sur la machine en elle-même. Moi, c'est ce qui va se passer dans l'échantillon. D'accord. Alors, on reviendra dessus après. D'où la partie chimie. Juste, ça te donne un spectre. Donc, ça te donne
la même chose, un truc qui ressemble au résultat de la première machine ou pas? Ouais, ça me donne une courbe avec plein de pics. Une courbe à peu près identique, donc qui s'analyse de la même manière. Non, pas de la même manière parce que moi, ça va pas détruire l'échantillon. Je vais pas avoir besoin d'azote, je vais pas avoir besoin de faire une flamme. Ah oui, c'est vrai que là, du coup, on n'a pas tout le passage où on détruit, on fait bouillir l'eau et tout ça. Alors, on n'a plus besoin de tout Ouais, ça. voilà. Ok. Mais du coup, les résultats, c'est pas exactement la même courbe que tu auras. Non. D'accord, ok. Et donc, toi, c'est tout le but du jeu, c'est de voir la différence entre les deux courbes et voir si ça permet de se passer de la première méthode complètement. Ça va être plutôt d'identifier, de voir si j'arrive à vraiment identifier ce que je recherche, donc mes métaux lourds. Et à partir de quand j'ai ça, je vais répéter énormément de fois la manip pour voir si c'était pas juste un coup de bol. Ouais. Parce que ça arrive quand même, ça peut arriver oui, bien sûr. D'avoir juste un coup de bol et de voir voilà, que ça a fonctionné une fois. Et voilà, ça va être de regarder justement, je sais pas moi, sur 100 échantillons, 200 échantillons, 1000 échantillons. C'est pour ça que tu travailles beaucoup. Oui, aussi. Est-ce que c'est vraiment qualitatif? Est-ce que je vais vraiment avoir des très bons résultats? Est-ce qu'à chaque fois, ça va tomber pile dessus et je vais avoir toujours la même chose? Parce que là, je suis à l'étape où je contrôle ce que je mets dans mon échantillon, puisque je fabrique, si tu veux, mon échantillon pour le moment. D'accord. Alors, du coup, toi, tu fais actuellement des tests avec ce système? Ouais. Tu fais ça chez toi? Non. Pourquoi tu rigoles? Je travaille dans une salle, mais parce qu'on ne peut pas travailler chez soi. Bah, vu ton petit bazar, là, je me dis que il y aurait moyen. Non, les produits chimiques restent dans le labo. Ce que je peux faire chez moi, par exemple, c'est le traitement de données. C'est ce qu'il y a après. Oui, mais tu me dis que ce truc-là, il pourrait tenir dans la voiture? Il pourrait. Mais tu le fais pas, d'accord, ok. Mais je le fais pas. Okay. Effectivement, en plus, j'imagine dans le cadre d'une thèse où donc les choses doivent être bien contrôlées, on peut pas laisser de place on peut pas faire les choses à moitié. Il faut qu'on fasse ça proprement, quoi. Oui, non, vraiment, une thèse en chimie, c'est quand même ouais. Les produits ne sortent pas de la salle de manip. Ça sera dans un deuxième temps. Si on prouve que la méthode est efficace, on pourra peut-être la tester dans d'autres circonstances pour voir justement si on pourrait le faire au cul du camion, ce qui serait très pratique pour... C'est ça. Ok. Parce qu'effectivement, du coup, ça pourrait vouloir dire que dans quelques temps, on pourra installer des ramanographes mobiles dans des camions pour aller analyser l'eau à différents points d'une rivière, dans des villages où il n'y a pas une thune. Ça serait quand même vachement plus économique, non? Ouais. Et c'est vraiment ce que tu envisages ou je suis en train de dire n'importe quoi? Non, c'est ce qui est envisagé, sauf qu'on est sur l'état de recherche, donc c'est du très très long terme. Mais ce serait un des... une des finalités, quoi. Un des buts. Ouais, un des buts, un des enjeux, parce qu'on a vu qu'effectivement, par rapport aux métaux lourds, ça a une grande importance, parce que ça peut sauver très, très potentiellement des vies, quoi. Donc c'est important. Mais alors, toi, tu as l'air d'insister sur le fait que c'est vraiment dans le cas des métaux lourds. C'est-à-dire que ça... Parce que je travaille actuellement sur le cas justement des métaux lourds. D'accord. Je manipule en ce moment du plomb. D'accord. Et c'est dangereux pour toi? Oui. C'est marrant parce que pour moi, il y a des objets en plomb, non? Oui, mais enfin, tu vas pas les manger, tu vas pas les ingérer. Toi, tu les manges? Non, mais moi, c'est sous forme liquide. Ah. Donc, par exemple, ça va sur ma peau, ça peut être absorbé par ma peau. D'accord. Alors, vas-y, explique-moi comment ça marche. Si je mets du plomb liquide, donc le plomb, il fond à quelle température? Alors là, aucune idée. Mais genre beaucoup ou genre... attends.
Attends, je regarde vite fait. Température, Ouais, vas-y. fusion, Regarde. plomb. 327 degrés Celsius, 0,5. Ouais. Mais de toute façon, même le plomb solide que tu as chez toi, c'est à éviter de se le trimballer tout le temps sur soi. D'accord. Bon, alors déjà, si vous avez du plomb liquide sur la main, c'est pas bien parce que ça va rentrer dans votre organisme. Mais en plus, ça veut dire qu'il est à 327 degrés. Donc ça fait clairement un Et trou dans la que main. déjà, à la base, au secours. Donc si vous voulez transformer en T1000 en 2 secondes, vous prenez du plomb en fusion. Mais normalement, moi j'avais cru comprendre que tout ce qui était culture nordique, ils avaient l'habitude d'en boire. Donc je pense que c'était des bobards. Donc il ne boit pas de plomb en fusion dans des cornes de bouc. Ça n'est pas possible. Non, Désolé. Tu as non, déjà non. essayé peut-être? Non, parce que je suis encore en vie. Ok. On a la preuve vivante que le plomb, faut pas le boire. Je dis n'importe quoi. Donc, parce que du coup, des particules de plomb, si maintenant je tripotais toute la journée un objet en plomb, il y aurait des chances qu'une particule de plomb me passe sous la peau. Alors, attends, Oui, est-ce qu'elle passerait entre les pores de ma peau ou est-ce qu'elle se dirait directement dans les cellules de ma peau? Ça va traverser donc tes pores et puis après ça va aller dans ta chair, dans tes cellules, dans ton système D'accord, donc ça rentre lymphatique. ensuite dans les cellules. Ça, je savais pas, Ouais. mais du coup, si ça fait ça avec tout ce que je touche. Non, non. J'ai pas des cellules de Jean Gabin sous parce que j'en ai le sentiment parfois. C'est parce que tu l'as dans la peau, c'est ça? Voilà. Mais du coup, non, c'est vraiment le plomb a cette faculté de passer dans les cellules. Oh, il n'y a pas que le plomb. T'as le zinc, le cadmium. D'accord, donc Tu. Est-ce que c'est pour ça qu'on appelle ça des métaux lourds? Ou pas du tout? Oui, aussi. C'est surtout parce qu'il faut une très infime quantité pour être vraiment très mal, voire mourir. D'accord. Mais alors, c'est la définition du mot lourd dans métaux lourds? Ouais. Le mot lourd vient du fait qu'une petite quantité permet de crever. Ouais. D'accord, ok. Donc quand vous dites de quelqu'un qui est lourd, c'est qu'à très petite dose, non. Voilà. C'est que cette personne peut nous saouler très, voilà. très rapidement. Voilà. Faut pas trop le frotter dans ses mains trop longtemps, parce qu'après, ça finit mal, ça finit en... Voilà. Mais donc du coup, moi, le plomb, je l'ai pas sous forme solide, je fais pas une fusion avec. D'accord. Voilà. Donc toi, moi, quand je le mets sous forme liquide, mais sous forme de ions. Donc, c'est-à-dire que je vais faire une solution, si tu veux, une eau hyper concentrée en plomb. D'accord. Mais du coup, elle doit être bouillante. Non, elle est à température ambiante, parce que je n'ai Oh pas là. besoin de fondre. Elle est donc sous forme de poudre minuscule alors? Si tu veux, ouais. D'accord. Et je mets dans mon eau, c'est un peu comme si donc c'est tu pas mettais c'est du pion. ton cachet d'aspirine dans l'eau, par exemple. C'est du plomb solide dans de l'eau. Le plomb peut être sous forme... il n'est pas forcément sous forme solide, comme on peut le voir, comme un métal, comme tabac en fer, par exemple. Ouais. Il peut être sous forme ionique, avec d'autres molécules. Oui, donc il est minuscule, donc il est pas vraiment à l'état liquide, mais il est dans un liquide, donc voilà. Ouais, on peut voir ça comme ça. Ok. Donc toi, c'est comme ça que tu le manipules, dans des solutions. Ouais. Donc du coup, là, c'est hyper dangereux, parce que si tu t'en mets sur les mains, il peut rentrer directement dans ton organisme. Dans mon organisme. D'accord. Ouais. C'est déjà arrivé? Non. Je fais super attention. Et si ça arrivait? Eh ben, je préviens ma responsable et ensuite j'ai le droit à une petite plombométrie. Et Alors raconte-moi comment ça marche, ça. C'est une prise de sang.
prise de sang et on regarde s'il y a du plomb. Et on regarde, voilà, s'il y a eu du plomb dans mon organisme, et après, Parce que si tu t'en mets un peu sur les mains, mettons que, pas de bol, ça rentre dans ton organisme, hop, vite, t'en as eu très peu, mais pas très longtemps, et tu te laves les mains, mais c'est quand même rentré dans ton organisme. Tu fais une prise de sang 5 heures après, même 3 jours, une semaine après, il en restera un petit peu? Oui. Et un an généralement, après si tu vois que, si tu t'es rendu compte que tu as potentiellement eu du plomb sur toi, généralement, tu vas avoir plusieurs prises de sang qui vont être faites, soit le jour même, le lendemain, dans la semaine, et ils vont contrôler ton taux de plomb. Et s'ils voient que tu en as, là par contre, il existe un traitement qui va justement faire en sorte de... Un aimant, si tu veux. Non, mais si tu veux. au sens métaphorique, parce que j'imagine mal un mec arriver avec un aimant et essayer de te Avec faire sortir le plomb par la bouche. Et... Voilà, c'est bon, là, c'est bon. Vous êtes guéri. Alors, le traitement, il consiste en quoi? En général, on te donne un produit qui s'appelle de l'EDTA, qui va permettre de chélater le plomb. Chélater? Et ça va... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, chélater? L'emprisonner. D'accord. Ok, je chélate. C'est genre des grosses particules qui vont détecter ton plomb, qui vont l'englober, qui vont le détacher de là où il est, qui vont l'englober, l'emprisonner, et après, c'est tout simplement, ça sort dans tes urines. Ok. Et ces particules, c'est des particules de quoi, tu sais? Le DTA, je peux te montrer à quoi ça ressemble. Alors, particules, rappelle-moi, particules, c'est un ensemble de molécules, c'est une molécule. C'est une molécule, c'est une belle molécule. Une bonne molécule. Ouais, une bonne molécule, quoi. EDTA. Ouais. Je te laisse faire la recherche. Je pense que tu verras mieux dans Google Images EDTA. Je vous montre. Et tu vas voir. Hop, c'est ça. Voilà, c'est peu excitant, hein, parce que c'est essentiellement des bâtons, des O et des H et des N. N, c'est azote, c'est ça? Ouais. Donc c'est de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote mélangé. Et des carbones. Il y a des carbones? Mais j'en vois pas. Mais en fait, les carbones, ils sont sur cette conformation, tu les vois pas. C'est là où c'est les doubles bâtons. Tu vois les branches. Parce qu'en fait, ça fait des vagues, pas juste pour le plaisir. Tu parles des doubles bâtons? Alors, là où il y a les doubles bâtons. Ah, les vagues au milieu, la vague au milieu, d'accord, ok. Et puis, les autres moments où la droite se casse, ça veut dire qu'il y a un carbone. D'accord. Ben, j'en apprends une, tu vois, parce que ça me dit rien. Donc, le DTA, ça ressemble à ça, et ça... Et donc là, tu vois, ta chélateur, juste... Tu vois sur... ah ben ça, c'est les médicaments, c'est ça? Comment ça... Ouais, c'est un médicament. Ok. Et donc ça va emprisonner ton métal. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est le plomb. Et puis après, c'est traité par ton corps et puis c'est rejeté dans les urines. Ok, bon, d'accord. Par contre, c'est un gros traitement. Je crois que c'est 5 à 10 jours. On te le passe en solution, je crois, dans les veines. Enfin, c'est... Ah d'accord, donc tu es bloqué à l'hôpital? Ouais. D'accord. Okay. Ah donc c'est sérieux, une intoxication au plomb. Ouais, une intoxication au plomb, c'est sérieux, sachant que, pareil, aux États-Unis, même en France, il y a des cas. Le plomb était utilisé, il y a encore très peu de temps, dans les peintures. Oui, bah oui, et, le fameux cas d'enfant qui lèche les écailles de peinture sur les murs. Et voilà. De toute façon, quand vous achetez un appartement en France, normalement, vous avez un diagnostic du plomb pour savoir s'il y a du plomb chez vous. Ouais. Et donc, les métaux lourds, c'est ça. Donc, s'il y a des écailles sur vos murs, ne les mangez pas. Ne pas lécher. Ne les mangez pas. Si vous les nettoyez si vous voulez les enlever, les écailles, est-ce que j'ai un gros risque qui passe dans mon organisme? Il faut mettre un masque. Le but, c'est de ne pas les ingérer, donc. En fait, à partir du moment où tes muqueuses sont touchées, ça va beaucoup plus vite à être ingéré par ton organisme. C'est pour ça qu'on met un masque, comme ça ne passe pas dans le nez et dans la bouche. Ouais, ok. Et puis oui, après, il faut se protéger quand tu retires de la peinture avec du plomb.
De toute Quand façon, même il bien se faut bien protéger, se quoi. protéger, d'accord. Ouais. Donc, Ouais. en métaux lourds, on a le plomb, on a le cadmium, tu disais? Oui, par exemple, le cadmium, tu as du zinc. Ouais. Enfin, Bah alors, le zinc, il y en a le partout zinc, c'est aussi. pas vraiment. Ouais, en fait, le zinc, c'est pas vraiment considéré comme un métal lourd, mais le zinc a cette particularité que si on trouve du zinc, en général, on trouve aussi du cadmium. Ils sont très liés. Alors, c'est quoi le... Parce que le zinc, moi, j'en vois sur les toits des maisons. C'est un Mhm. métal un peu mou et bien pratique. Mais alors, le cadmium, c'est utilisé dans quoi, ça? Tu sais, toi? Bah, t'en as dans les mines, par exemple, Les mines dans de cadmium. Dans l'engrais. différentes mines. On me parle d'engrais. Ouais, D'accord. engrais. euh, dans les engrais, donc en agriculture, tu vas avoir dans les mines. Et Par tu dis que exemple, quand j'ai du zinc, j'ai souvent du cadmium à côté. Ou dedans. Ou c'est un alliage. ouais, très souvent, parce que le cadmium est vraiment en une quantité très très infime, comparé au zinc, qui lui, il y en a un peu partout. D'accord. Du coup, des fois, il suffit juste de... Enfin voilà, si on sait qu'il y a une certaine quantité de zinc, on se doute qu'il y a du cadmium D'accord. Ok. Bon. On me parle du chrome ou du mercure dans le chat. aussi. D'accord. Donc effectivement, le mercure, dans les thermomètres, ne le buvez Bah pas. oui, non, Hein. ça a été interdit il y a quand même un certain temps. On Il y a évite. moyen de chélater le mercure? Oui. Donc si vous buvez du mercure, vous inquiétez pas, on va vous faire un Alors petit non, truc. non, non, non. Bah, il y a quand même certaines conséquences quand on est. Le mercure, ça pue bien sa race. Non, on fait pas de peinture au mercure, donc généralement on l'enferme bien dans des petits tubes en verre, le mercure. Ouais, enfin, à l'époque, il me semble, on faisait bien des cosmétiques à base de mercure, Ah ouais? cadmium, uranium, tout ça, hein. Je me rappelle, oui, enfin je me rappelle, j'ai connu cette L'uranium, époque. Je porte des le- gilets, moi. l'ur- Non, effectivement, il y avait. C'était quel. Il y avait un truc radioactif qui était vachement utilisé. Je sais même pas si c'est le radium. l'uranium? C'est le radium, je crois, hein, qui était très Ouais, utilisé. Hein. ouais. Croutel a chez lui une boîte avec des machins pour des tubes à essai que tu devais te passer sur le visage pour te traiter au radium, je crois. À l'époque, c'était très à la mode. Il y a un super épisode sur la chaîne YouTube de Asclepios sur les. Je Ouais. sais plus comment ça s'appelle, les sœurs radium ou les. Je sais plus. Non, c'est pas les sœurs radium. Sur des ouvrières qui bossaient avec un matériau radioactif et c'est vachement intéressant. Je vous conseille de toute façon la chaîne d'Asclepios. Ben, Excuse-moi. c'est comme ça que. Mais non, mais dans l'histoire, c'est un peu comme ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine catastrophe, Oui. une grosse envergure pour que les gens se disent Ah ah, oui, au fait, fallait c'est vrai. peut-être pas mettre ça dans tel truc, c'est peut-être pas si ouf en fait. Voilà, les Radium Girls. Merci beaucoup, Maïdat. Mm. Et donc, alors on n'a pas de Metal Lourd Girls ou des Plomb Girls. Ça donne envie de voir un petit girls band de Plomb Girls. Mais alors, du coup, toi, tu es notre Plomb Girl en chef, puisque c'est ton taf de trouver le plomb dans la flotte. Donc, du coup, on en est où? Toi, tu t'intéresses particulièrement à un de ces métaux lourds ou à tous? Je l'ai fait pour le moment un par un et si j'arrive à tous les détecter en même temps avec une seule méthode, ça serait l'idéal quoi. Est-ce que c'est le cas avec ton ramanographe? Alors, techniquement, c'est ça. Comment t'expliquer ça? Comme je t'ai dit, j'utilise du coup, j'y ajoute dans mon échantillon, dans mon eau, des nanoparticules. Oui. Ce qui va faire amplifier mon signal. C'est pour ça qu'on appelle ça CERS. Sinon, ça serait juste Raman. Ah, attends, Et donc, attends, voilà. ma machine en elle-même, c'est juste du Raman. Raman. Raman, c'est quoi du Raman? C'est les petits pics que tu as vus. D'accord. C'est voilà, c'est je prends un laser, je pointe dans mon milieu Ouais. Et ça fait des petits et pics.
ça me dit, ça me détecte mes molécules, mais ça va me détecter des grosses molécules, D'accord. Donc le pipi et le caca. par exemple. Moi, je suis dans une quantité nanomolaire, donc si j'en mets et que, enfin, je sais que j'en ai et que j'utilise juste mon laser comme ça va rien me trouver parce D'accord, que c'est ok. beaucoup trop petit. D'accord. Du coup, j'y rajoute mes nanoparticules Ouais. qui va faire que, avec le laser, elles vont se frotter entre elles, donc elles vont se chauffer entre elles, si tu Ouais. préfères. Sympa. Donc, Elle se quélate un peu, non? ouais, tous Non, non, ça se ensemble, quélate, là. elles se frottent. Ça fait ce qu'on appelle des points chauds. Oh! Donc, ouais. Attention, hein, il est tard, là. Donc, ces points chauds, et donc, ces points chauds vont faire exalter, Ah, on l'a le mot exalté de tout à l'heure. c'est Le ça. Ramancer exalté, là. Et donc, ça va faire exalter le signal de ces D'accord. particules, de ces molécules qui vont être coincées entre ces nanoparticules qui se chauffent, si tu veux, entre elles. D'accord. Et du coup, là, elles vont apparaître sur le diagramme, Et c'est là, ça? elles apparaissent. D'accord. Ok. C'est bien. Là, on en a appris des choses, hein. Et franchement, moi, j'ai appris un gros paquet de choses pour le moment. Et donc, je peux pas te demander tes conclusions. Tu es à 1 an et demi de thèse et t'en as 3 à Ouais. faire. Donc, mais du Euh, coup, on est tous dans le suspense là. On a envie de savoir si ça sera efficace. Euh, et tu peux pas nous en dire plus. non, parce qu'il y a pas, je ne fais pas que ça, mais après, la suite reste avec moi. Mais si tu veux, après, j'ai aussi donc j'ai cette partie manipulation Ouais. dans mon labo avec mon eau. Mhm. Et après, il faut que j'interprète mes résultats. D'accord. Alors, Et parlons de donc ça. là vient une autre partie qui va peut-être un petit peu plus parler aux programmeurs, parce Ouais. qu'en fait, je vais devoir coder, si tu veux. Ouais, je code dans différents logiciels pour qu'ils interprètent les résultats à ma place. D'accord. Je C'est. code, si tu veux, un petit peu mon programme. Mhm. Je lui dis, tu vas chercher les résultats, tu les lis de telle manière, tu me montres le spectre D'accord. et je peux faire des traitements mathématiques dessus. Il peut me dire, voilà, je vais lui donner comme information. Ouais, c'est ça, El Bimbo. Beaucoup de data, big data, on est là-dessus. Parce que si tu veux, ces spectres que tu vois visuellement, moi, les données que j'enregistre, c'est pas. Ma machine ne m'enregistre pas un spectre. Elle me montre un spectre, mais elle m'enregistre des séquences de nombres faramineuses, puisque à chaque. Si tu veux, tout à l'heure, on disait donc mon spectre, c'est des centimètres moins 1. Mhm. Et à chaque centimètre moins 1, elle me dit où est mon intensité. Ouais. Donc j'ai des milliers de points pour un seul spectre. Ouais. Et donc du coup, je vais coder mon programme pour lui dire, par exemple, tu as plein de spectres, sauf que moi, j'en veux un précisément, je veux un pic précis. D'accord. Et tu me sors ce pic précis et je te donne plein d'infos, mais tu regardes par exemple que ce pic et puis tu vas me faire toute une statistique dessus pour me dire si à chaque fois le pic sort toujours au même endroit, est-ce qu'il est toujours de la même intensité ou pas, etc. Ouais. Ok, d'accord. Et Pour savoir si ma méthode est bonne ou pas. tu codes dans quel langage? Euh, alors, principalement du R et un petit peu de Python. Du R, je connaissais pas le R. Non, le R, c'est surtout utilisé en biologie, si je dis pas de bêtises. C'est surtout un logiciel gratuit. Ouais.
C'est pour ça qu'on utilise R, c'est RStudio, donc c'est un logiciel. C'est la lettre Euh, R ou c'est AIR? La lettre R. Ok, ça doit être facile à trouver sur Google, ça. Ouais, tu peux le télécharger sans souci. R, tu tapes R dans Google, normalement tu tombes tout de suite. RStudio. Normalement, RStudio. c'est C'est un RStudio. truc de coiffeur, ça. Et puis tu as. Ok. Et donc, du coup, tu codes en Python et en R. Ça fait partie de la formation de chimiste maintenant, le code. Ah ouais. Ça fait Mais de longtemps plus en plus, de toute façon, en sciences. Bah, dans toutes les sciences expérimentales de recherche, enfin, qui nécessitent, Ouais. j'imagine, qu'il faut traiter de l'information en grande quantité. Et, mais du coup, c'est pas. C'est le chimiste fait ça. C'est pas ça pourrait être un autre métier. Programmeur Oui, appliqué à la chimie. Mais non. oui, il pourrait y avoir. C'est intéressant parce que. Ouais, un ingénieur, une ingénieure qui pourrait, Oui. qui pourrait le faire aussi. Parce que les gens qui font de la recherche en médecine, par exemple, ils apprennent pas à coder. Moi aussi. Ah ouais, tu crois? Ah bon, bah écoute. Ouais, ça dépend ce qu'ils font, mais Moi, j'ai des potes qui ont fait pourraient. 9 ans d'études, enfin même plus, 11 ans, 12 ans d'études de médecine, ils n'ont jamais rien codé. Hein. Bah, après, ça dépend ce que tu fais comme recherche. Quel trajet tu prends? Ouais, voilà. Parce qu'en biologie, en médecine, si tu es par exemple sur, je sais pas moi, des cellules cancéreuses, ça peut être simplement, je dis simplement vraiment avec des pincettes, ça peut être simplement du visuel. Ok. Oui, d'accord, ok. Bon. En tout cas, j'apprends que dans la formation de chimiste, il y a du code. C'est dans le tronc commun. Ouais. C'est dans le tronc commun ou c'est parce que c'est un truc qui t'a intéressé? Vous faites du code très tôt dans votre cursus? Dans ce que j'ai fait, j'en ai vu un petit peu, mais parce que j'avais pris une option. D'accord, ok. Donc c'est une option. J'avais pris une option, mais il y a de plus en plus de licences et de masters qui proposent la bioinformatique. Bioinformatique, d'accord. Ouais, parce que ça, vraiment, bah, déjà, il y a le métier existe et surtout, c'est de plus en plus demandé. Bah oui. Mais par contre, oui, non, dans mes études, je traitais mes données principalement avec Excel, quoi. Ah oui. C'est moins. Je faisais mes Ça matrices fait sur moins rêver. Excel et tout ça. C'est moins Ouais, non, c'est impressionnant. moins. Ouais, Qu'est-ce que je veux ouais, dire et dans tout ça, qu'est-ce qui te plaît le plus? Bonne question. C'est plutôt bah. Ah ouais, non, je sais pas parce que c'est vraiment moitié-moitié de mon temps. Euh, c'est assez excitant de la partie expérimentale, Ouais. parce que tu vois en temps réel, tu fais tes petits mélanges, tu fais tes petits tests, t'es libre aussi dans ce que tu fais. Mais le fait de voir ton boulot, en fait, sous ces formes un petit peu de chiffres, de spectres, et de voir si... En fait, ça te permet aussi de voir si tu vas dans la bonne direction ou pas. Mhm. Parce que donc il y a Brigitte Mérine qui posait une question en disant si l'œil humain avec beaucoup de patience, ça pourrait pas remplacer le logiciel. Non, parce que je compare plusieurs spectres d'un même échantillon, par exemple, Ouais. et à l'œil, avec mon œil, je peux me dire bah ces spectres sont totalement identiques. Oui, ok. Donc je me dis ils sont identiques, je vais le mettre dans mon logiciel, dans ce que j'ai codé, et là il va me sortir, eh ben non, Ok. tu as des trucs qui sont différents, et en ouais. fait ils sont même beaucoup trop différents dans certains endroits, donc ta méthode elle va plutôt être utilisée dans telle concentration, si tu vas au-dessus, en dessous, elle fonctionne plus. Alors que Ok. toi, visuellement, tu regardes ton spectre, tu te dis je ne vois aucune différence. Mais ce que je voulais savoir, moi, si c'est le côté enquête qui te plaît le plus ou si c'est le côté bah, plus humaniste de chercher un moyen de résoudre un problème de santé, ou est-ce que c'est bah, purement le code qui t'éclate, ou est-ce que quel métier de la chimie t'intéresse le plus derrière? Le côté humain de mon sujet me plaît énormément. Ouais. J'ai toujours été dans cette optique, si
tu veux, d'améliorer le monde. D'accord. C'est gros, mais c'est très ambitieux, mais ça a Donc toujours chimie été, appliquée à l'écologie, à la santé, c'est ça. voilà, ok. C'est ça, ça a toujours été quelque chose qui me passionne. Donc pas J'ai fait mes forcément, études voilà, tu vas pas plutôt, là-dessus. pas forcément dans le côté productiviste de la chimie, c'est-à-dire trouver des moyens de cultiver plus de salades dans plus petits espaces possibles, avec moins de ressources possibles. C'est plutôt pour la Hum, santé ou... ouais, ouais, bah là, il y a beaucoup d'enjeux, hein, environnemental, sanitaire. Enfin, Ouais, ok. ça touche beaucoup d'enjeux et c'est, ouais, ça me passionne vraiment beaucoup. Bon, eh ben, super. Et donc tu comptes continuer, enfin, qu'est-ce que tu veux faire comme métier au final, après? Eh bien, j'ai la chance de goûter à l'enseignement avec ma thèse, Ouais, ce qui me plaît aussi beaucoup, beaucoup. d'accord. Et donc, j'aimerais bien continuer dans ces deux voies et donc passer maître de conf. Ouais, Mais ça sera dans plusieurs années, puisque il y a un long chemin avant de pouvoir passer maître de conf et trouver un poste fixe. je vous Donc renvoie à là, l'épisode 3, je crois, où on avait parlé avec Carolina de son métier de maîtresse de conférence en droit c'est public. ça. C'est ça, mais c'est un très long chemin, en tout cas en sciences, c'est des années de postdoc Ouais, avant ça, quoi. Donc, bon, mais c'est comme je disais, là, je travaille sur ce sujet en particulier, mais par exemple, dans mon postdoc, dans mes postdocs futurs, donc c'est-à-dire, je serais considérée comme en recherche, mais je ne serais pas titulaire. Je serais encore, je travaillerai encore avec quelqu'un, un chercheur, une chercheuse, qui aura un certain sujet, une certaine idée que je vais aider à développer. ouais, Mais je veux dire, ça va pas être forcément mon idée à moi que j'ai eue un soir sur mon canapé, par exemple. ok, Ça va être, voilà, je vais travailler sur une idée que quelqu'un a eue ou quelqu'un a envie d'explorer et ok, que je trouve ça chouette et je vais explorer avec cette personne. d'accord. Bon, le chemin est encore long, donc. Ah oui, oui, très long puisque Mais c'est plutôt l'enseignement qui te tente au final. bah, en fait, j'aime beaucoup les deux. Parce que Les le deux, fait c'est-à-dire d'enseigner l'enseignement et la recherche? et la recherche, D'accord, parce ok. que ouais, le fait d'enseigner, ça te permet déjà un peu de sortir de ton labo, Ouais. un petit peu Oui, je de vois dans le raccorder. chat qui dit que le côté humain dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est plutôt l'éthique parce que tu sors pas beaucoup de ton labo, donc finalement, tu n'as pas beaucoup de rapport avec des humains. Ouais, Donc l'enseignement pourrait te l'apporter. ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Bon, quelque chose à rajouter? On a fait 2 heures là. J'ai- On a fait 2 heures et on aurait encore plein de choses. On aura encore plein de choses qu'on pourrait aborder. On en refera un à la fin de ma thèse, si tu veux, un Voilà, petit pour bilan. avoir la résolution de cette énigme, parce que du coup, moi, j'espère trop que ça va marcher. Parce que si en plus, à la fin, tu me dis, bon, bah en fait, non, mon truc, c'est de la merde, il faut revenir à la machine à 200 000 balles, je serais déçu, je serais très très déçu. Ça sera pas de Mais ta ça faute, hein, arrive, c'est comme ça. enfin, Bah oui, non, ça arrive, évidemment. mais faut pas croire que ça arrive beaucoup des thèses qui, au final, au bout des 3 ans, n'ont pas fonctionné. Bah, de toute façon, le Mais but en d'une fait, thèse, c'est pas le concours à l'épine, hein, c'est ça. Mais c'est même pas ça. En fait, nous, en science, on se dit tout le temps, même quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est un résultat. bah, évidemment. Ça nous dit quand même quelque chose. Oui, donc ça permet d'évacuer une piste. Donc, mais Oui, j'espère quand même personnellement que tu es en train de découvrir quelque chose qui va changer la vie de beaucoup de gens, parce que ça serait quand même... De toute façon, ça la changera, parce que si tu découvres que ça marche pas, bah, tu vas sauver des vies, parce que si c'était de la merde et qu'on était tous partis à faire ça, eh ben, on aurait fait des conneries. Donc, du coup, Bah, après, c'est tout l'enjeu de la recherche en elle-même, voilà, de toutes les exactement. personnes qui sont dans les labos, c'est faire les tests au préalable, voir si ça vaut le coup ou pas. Eh ben, je suis ravi d'avoir passé 2 heures avec ces fameuses personnes qui passent leur temps dans les labos, on ne sait pas trop ce qu'elles font. On dirait qu'elles font n'importe quoi, de la cuisine, mais on ne sait pas ce qu'ils font concrètement. Et là, moi, je suis content, j'ai réussi à gratter pour avoir les détails, pour voir. J'ai appris le mot chelaté, par exemple.
Et je pense que je vais le ressortir en soirée, c'est évident. Parce que moi-même, j'aime bien qu'élater les gens. Si tu y arrives. Bah voilà. Mais il faut que ce mot soit diffusé parce qu'il est aussi moche que beau finalement. Ouais, mais ça, on en parle beaucoup entre nous, entre doctorants et doctorantes, c'est que on trouve qu'on est un peu trop dans notre univers, si tu veux, et que à part nous, pas grand monde comprend ce qu'on fait. Bah ouais. Mais en même temps, c'est le but de ce podcast, déjà. Sans vouloir me tirer la couverture, je pourrais faire une couverture là. C'est le but de ce podcast, c'est d'aller chercher tous les métiers, parce que c'est le cas aussi avec les reapers, c'est le cas aussi avec les camionneurs. On les voit tous les jours, on les croise, mais on ne sait pas exactement ce que c'est que leur quotidien, ce que c'est que leur métier, comment ça marche exactement, et c'est ça qui m'intéresse. Effectivement, encore une fois, moi, c'est l'aspect technique qui m'intéresse le plus. Parce que aller voir un chercheur pour lui dire alors, c'est pas trop frustrant de pas. Que les gens dans la rue que vous croisez sachent pas ce que vous faites tous les jours pour eux. Ça, c'est des questions très humaines et très intéressantes. Mais bon, c'est pas exactement le lieu ici. C'est frustrant, j'ai vu dans le chat pas mal de questions intéressantes sur ce thème-là. Mais je fais exprès de pas les poser parce que c'est pas le lieu. Mais moi je suis content parce qu'on est rentré justement dans les détails de comment on prend un échantillon d'eau dans la Seine. Déjà rien que ça, on a fait au moins une demi-heure et ça m'a passionné. J'espère que vous aussi dans le chat, j'espère que vous aussi sur YouTube, j'espère que tous les auditeurs du podcast ont aussi autant kiffé que moi. Voilà, donc Adra, je te remercie 1000 fois. Merci à toi. J'espère que j'ai pas assommé trop de monde. Bah écoute, ça, je crois pas parce qu'on a rarement eu autant de monde tout du long, donc voilà. Donc moi je suis ravi. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à venir pendant les lives pour poser des questions, pour participer, parce que dans le chat ça envoie des vannes. Il y a plein de blagues très drôles qui sont passées. Oui. Alors on se retenait tous les deux. C'est un moment de lire parce que. Mais c'est voilà, c'est parce que du coup moi pendant les enregistrements je ne parle pas beaucoup au chat. Mais sachez que sur Twitch, habituellement, je parle plus à mon petit chat, comme je l'appelle, et Adra Borana en fait partie intégrante, parce que Adra Borana, c'est dans l'équipe, qui est modératrice d'ailleurs dans mon chat, c'est les plus proches, elle fait partie des plus proches, Adra Borana. Donc c'est la famille, c'est la MIF, hein, comme disent les boomers. Bon, point trop d'infos, je vous fais des gros bisous, je vous remercie, je vois qu'Adra Borana a bien fait son boulot de Mutu. Elle possède 2 pins sur elle, magnifiques. Exactement. De copains du web, la cagoule et le logo collector. Là, il en reste pas beaucoup en stock, donc. Mais il existe aussi en pas collector. Regardez, je vous le montre, il est là. Et ça, il m'en reste plein. Donc vous pouvez y aller, ils sont disponibles sur utip.io/copains du web dans le shop. Ça permet de soutenir parce qu'effectivement, tout ça, on le fait à l'œil. Donc si vous avez envie d'aider, de filer un petit coup de patte, vous pouvez repartir en plus avec un cadeau, et ça c'est pas négligeable. Je tiens à dire que je les mets même souvent sur ma blouse. Voilà, sur sa blouse, elle est portée au laboratoire. Je sais que tu as fait, qu'est-ce que t'as fait écouter Bricole il y a pas longtemps à tes... Ouais, mais même tes podcasts, hein. allez. Donc c'est une pancarte publicitaire humaine que j'ai. C'est ça. Merci totalement 1000 fois. Gratuite. Ça me fait très plaisir. Et j'espère que tes collègues écouteront ce podcast et se foutront de ta gueule, évidemment, parce que c'est à ça que servent les collègues, principalement. Ah bah oui, heureusement qu'ils sont là pour se foutre de ma gueule. Voilà. Moi, je n'oserais pas. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci à tous d'être venus. À la prochaine pour un prochain podcast. Le prochain épisode, je vous dis pas, mais il y aura vraiment de quoi vous teaser parce que c'est phénoménal ce que je vais recevoir. C'est-à-dire que la personne m'a envoyé une proposition, j'ai écarquillé les yeux et j'ai dit oui. Et donc, ça sera notre prochain invité, mais je ne vous dis pas ce que c'est. Vous avez qu'à venir, bande de petits coquins. Allez, gros bisous à vous, je vous kélate tous. Des bisous. Et à bientôt. Ciao.